Bonjour à tous, je suis Vincent Pavanello, président de la Maison des Mandataires. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle série d'entretiens, un nouveau format qui, je pense, va vous intéresser. Dans cette période plus compliquée où le nombre de transactions baisse, où les prix sont aussi mal orientés, où les acheteurs et les vendeurs se posent des questions qu'ils ne se posaient pas avant, on s'est dit avec l'équipe de la Maison des Mandataires qu'il était utile d'inviter sur notre chaîne des mandataires, des conseillers immobiliers qui arrivent, tant bien que mal, vous allez le voir, mais avec un certain succès quand même, à traverser la crise. D'où le nom de cette nouvelle série, Traverser la crise, une série des émissions, des vidéos, des interviews dans lesquelles vous allez apprendre les meilleurs conseils, les meilleures pratiques des conseillers qui arrivent à maintenir leur niveau de performance ou en tout cas à continuer à faire leur métier, à continuer à faire des ventes, à continuer à prospérer dans un marché qui est plus compliqué. Et pour inaugurer cette série d'interviews, je suis ravi de te recevoir, Cédric. Bonjour Cédric. Bonjour Vincent. Comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. On a hâte de discuter avec toi et d'échanger avec toi. Je parle au nom de la communauté. Tu es du réseau IAD, mais tu vas te présenter juste après. Et le réseau IAD qu'on a interrogé avant de faire cette interview nous a dit, mais pour ce sujet de traverser la crise, interrogez Cédric. Vous allez voir, il a des bonnes pratiques, il a des bonnes méthodes. Et ça donnera des conseils, mais aussi, j'allais dire, de la motivation à ceux qui nous regardent. Donc d'abord, peut-être quelques questions sur ton parcours. Tu es chez IAD depuis combien de temps ? Tu faisais quoi avant ? Et puis, au fond, qui es-tu ? D'accord. Alors, je suis Cédric Apostolides. Je travaille dans l'Essonne principalement. J'étais issu de l'immobilier. J'ai travaillé dans une agence immobilière pendant 11 ans. Et ça fait 9 ans que je suis rentré chez IAD. Donc 20 ans d'expérience dans l'immobilier. Ça fait 20 ans que je suis dans l'immobilier, ouais. Donc peut-être que tu as vécu d'autres crises, mais on en parlera après. J'en ai vécu d'autres, oui. Celle-ci dans laquelle on est, toi, elle se matérialise, elle se manifeste comment ? J'allais dire un peu sans langue de bois, parce qu'on essaie de se dire les choses très librement sur cette chaîne. Bah, on va dire je suis victime un petit peu comme tout le monde d'un manque d'acquéreurs. On a des publicités qu'on met en place, on n'a pas d'appel. Donc je pense que tout le monde vit un petit peu la même chose en ce moment. Après, on s'accroche. De toute façon, il y a quand même des transactions qui se font. Il y a quand même des gens qui naissent, des gens qui décèdent, des gens qui malheureusement divorcent aussi. Donc on a quand même notre gagne-pain qui est toujours présent et on a toujours possibilité de transformer nos essais. Si on donne quelques chiffres, alors soit en nombre de ventes que tu faisais avant versus ce que tu penses faire cette année, soit en délai de vente, voilà, ça se matérialise très concrètement comment ce ralentissement de marché pour toi ? Il y a quelques temps, on mettait une quinzaine de jours pour vendre un bien qui était au prix. Là, en ce moment, ça traîne, vu qu'on n'a pas d'appel, forcément. Ça peut monter jusqu'à un mois, ça peut monter jusqu'à 2 mois, 3 mois. Ouais, c'est énorme. Pour les mêmes biens que tu aurais vendu facilement j'aurais vendu très facilement il y a peu de temps, ouais. Okay. Donc, c'est les délais qui se rallongent un petit peu, donc forcément un volume de transactions qui diminue aussi un petit peu. Je pense que je peux diviser par 2 quasiment mon volume de transactions. Ah oui, donc ça a quand même un impact, c'est sûr. Tu partais de très haut ? Je partais assez haut. Tu étais un bon producteur. Je faisais pas mal de ventes, ouais, effectivement. Tu faisais pas mal de ventes et là tu t'attends à faire quand même. Peut-être pas la moitié, mais je pense que je vais faire les 2 tiers de ce que je faisais. Je perds au moins un tiers de mes transactions. Un peu comme le fait le marché. Un peu dans le même esprit, de toute façon, ça se suit automatiquement. Donc tu fais aussi bien, on va dire, que le marché. C'est clair. Juste pour être clair, pour finir cette fiche d'identité, tu produis uniquement ou tu développes aussi Non, je fais les 2, effectivement. Ouais. Et tu as une équipe ? J'ai une équipe de 45 personnes. De 45 personnes. Ouais. On en parlera après parce que j'imagine qu'une des façons de traverser la crise, c'est aussi peut-être de s'appuyer sur ces équipes-là. Tout à fait. On nous en parlera, je ne veux pas faire les questions et les réponses. Merci pour cette introduction. Rentrons peut-être dans le vif du sujet. C'est pas ta première crise, donc tu vas peut-être nous parler de ta première expérience de crise. Pardon, je te vieillis un peu, mais c'est toi qui l'a dit. Ça va. Qu'est-ce que tu t'es dit quand tu as vu arriver cette nouvelle crise, au regard de celle que tu avais déjà connue ? Et au fond, comment tu as adapté tes méthodes, tes techniques, la façon dont tu travaillais ? Je pense que ça intéresse beaucoup les gens qui nous regardent. Mais peut-être d'abord un mot sur la crise que tu as déjà vécue. En quoi elle est différente, elle est comparable à celle d'aujourd'hui ? Alors, la première crise que j'ai vécue, c'était en 2008. Donc ça venait des États-Unis, ça a été effectivement répercuté en France. On a eu une baisse de transactions et on a eu un peu le même schéma, c'est-à-dire un manque d'acquéreurs personne ne nous contactait sur nos publicités. Donc c'était pas les taux qui nous embêtaient, c'était effectivement les banques qui bloquaient pour les crédits. Donc on a vécu ça en 2008. Ça n'a pas duré aussi longtemps. Ça a été quand même beaucoup plus court pour moi. Je pense que ça a duré entre 6 mois et 9 mois. Donc on a eu une baisse de transactions, puis après effectivement c'est reparti. Donc je pense que la crise qu'on est en train de traverser, même si elle me paraît un petit peu plus longue,
Je pense qu'elle est plus longue parce qu'elle est amplifiée par les médias. Enfin voilà, c'est vrai que quand on met les informations, on entend parler de crise, on entend parler d'augmentation des coûts des énergies. Enfin, c'est vrai qu'il y a tout qui nous fait déprimer. Et je pense que les gens se focalisent énormément là-dessus et ça les empêche d'avancer. Mais comme je le disais tout à l'heure, les gens, ils ont des projets, ils ont besoin d'avancer dans leurs projets. Donc, je pense que voilà, ça met un petit temps, mais ça va revenir après. Donc, il faut juste s'accrocher, tenir. Il y a pas de raison. Donc, ta première leçon, entre guillemets, c'est de dire j'ai déjà connu des crises. Oui. Ça a un début, ça a une fin. Donc, celle-là, elle a un début, elle aura nécessairement une fin. Tout à fait. Comment, pour tenir jusqu'à cette fin-là et comment pour continuer quand même à faire 2/3 de la production que tu faisais en parlant d'une grosse production, qu'est-ce que tu fais un peu différemment d'il y a 1 an et demi quand le marché était au plus haut ou quand il y a 2 ans quand il était même insolent? Donc là, à la différence d'il y a 2 ans, quand je vais voir les clients, je leur explique tout de suite que le marché est en crise. Pour leur faire comprendre qu'il va falloir qu'ils baissent les prix. Tu as un langage de vérité immédiatement. Oui. Tu cherches pas à dire non mais ça va en fait. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont tendance à surestimer les biens pour récupérer des biens à la vente. C'est pas ma façon de travailler. Je l'explique aux gens. J'ai même des petits outils que je peux leur présenter qui leur permettent d'assimiler qu'il y a effectivement une baisse du marché. C'est quoi ces outils? Parce que c'est intéressant. Eh ben ces outils, j'ai la CAFPI qui m'avait envoyé un petit fascicule qui précise un petit peu l'impact des taux sur les capacités d'emprunt. Je pense que ça parle de lui-même. Quand je montre ça à un client, je lui dis, voilà, il y a 1 an, il empruntait à 1%, il avait une capacité à 300 000 euros, aujourd'hui, il est à 260 ou 240. Je pense que les gens sont pas dupes, ils comprennent effectivement qu'il y a cet impact-là. Et puis après, je fais, comme tout bon agent immobilier, je fais une analyse concurrentielle du marché. J'ai été, il y a pas si longtemps que ça, voir une cliente qui cherche à vendre une maison, qui est à 600 000 euros, je lui ai fait comprendre que pour moi, elle valait à peine 450. Forcément, ça lui a fait un petit peu mal. Je lui ai demandé de la rencontrer pour lui expliquer. J'ai pas voulu lui dire par téléphone. Et quand je l'ai rencontrée, je lui ai fait une analyse concurrentielle du marché et elle a compris. Elle a compris que c'était pas pour faire baisser son prix, pour faire baisser, c'était juste parce que c'était le prix du marché et la réalité du marché. Et que sans doute que l'agence qui l'avait mis en vente s'était complètement trompée sur le prix. Et que la preuve, c'est que ça fait 1 an qu'elle était à vendre et qu'elle n'était pas vendue, quoi. Donc, ce travail de préparation des fameux R1, tout à fait, il est beaucoup plus lourd qu'il était avant, du coup. Oui, complètement. Ça, c'est, donc là, t'arrives à le quantifier un petit peu, alors c'était difficile, mais, je sais pas, avant, t'allais au R1, je ne dirais pas les mains dans les poches, c'est pas du tout l'expression, mais, ça te prenait une demi-heure à le préparer, aujourd'hui, c'est plutôt 2 heures, En fait, avant, je faisais pas de R1, R2, parce que j'ai jamais pris le temps de faire ces méthodes-là, qui sont pourtant très bonnes. D'accord. Moi, je fais un R8. Direct. Je vais chez le client, je lui explique tout, je lui envoie l'estimation, on en discute et ensuite effectivement on met en vente. Là, je prends un peu plus de temps pour lui expliquer, je mets un peu plus de temps à estimer les biens parce que c'est plus difficile à estimer qu'avant. Et puis j'ai pas envie de les duper, j'ai pas envie de leur faire croire mondes et merveilles, j'ai vraiment envie d'être honnête avec les gens et je pense que c'est ce que les gens attendent d'un agent aussi. En fait, on a besoin avec un agent, on a besoin d'avoir une relation de confiance. Et cette relation de confiance, elle passe par effectivement une transparence totale. Et cette analyse concurrentielle, tu l'as fait avec des outils internes à IAD ou tu as même cherché J'ai des outils qui sont internes à IAD, qui sont très bien faits et qui nous permettent vraiment de faire une bonne analyse. Et effectivement, quand je vais en clientèle, quand je fais mon avis de valeur, on a un outil qui nous prépare tout, qui nous mâche sacrément le travail. Donc, ça aide énormément. Et effectivement, après, je prends un peu plus le temps. On va sur Internet, on regarde les biens en concurrence et ça permet aux gens de se positionner et de comprendre effectivement le réflexe. Ouais. J'ai des conseillers qui me disent, chez IAD ou dans d'autres réseaux, que c'est au moment de la crise qu'ils redécouvrent aussi des outils internes qui étaient à leur disposition. Peut-être c'est un peu l'exemple. Ce qui est le cas. Ce qui est le cas, effectivement, c'est vrai qu'on a un panel d'outils qui est mis à notre disposition. En parlant sincèrement, je dois en utiliser 20%. 20%. Et là, effectivement, plus le temps passe, moins on a d'activité, plus on attend de se former et de découvrir. Et là, je me rends compte que je suis dans le bon réseau. J'ai une panoplie d'outils que je peux utiliser et qui me permettent d'être plus performant, quoi. C'est clair, là, on a parlé pas mal des vendeurs et comment tu préparais le rendez-vous avec les vendeurs. Évidemment, je vais te poser la question côté acheteur. Là aussi, j'imagine que le job, c'est plus le même dans cette période de crise, de ralentissement que c'était avant. On n'a plus le même discours vis-à-vis de nos acheteurs. On a effectivement, il faut changer nos méthodes pour récupérer des acheteurs. Donc on a plus. Concrètement, comment tu imagines d'autres méthodes pour trouver des acheteurs? En fait, le meilleur outil pour récupérer des acheteurs, pour moi, ça reste le bouche à oreille. Et le bouche à oreille, nous, on le matérialise avec l'application ProperTips,
qui m'apporte pas mal de business. C'est Donc, mon outil essentiellement principal. nos réseaux pour que Tout à fait. tout le monde... C'est très récent le changement de Ouais, nom. complètement. Ouais. Donc toi, tu mises sur ton outil d'apport d'affaires Ouais. pour trouver des acheteurs. Exactement. Concrètement, tout à fait. comment ça fonctionne pour les gens qui connaissent mal l'outil Eh ben, c'est un outil en fait qui permet de faire du bouche à oreille, donc trouver des vendeurs ou des acheteurs, c'est-à-dire mettre en relation un vendeur ou un acheteur avec un agent qui sera identifié sur un secteur donné, c'est-à-dire qu'on a une géolocalisation des conseillers avec des avis pour être sûr d'envoyer au bon conseiller. Et effectivement, à chaque fois que les gens m'envoient un contact acquéreur ou vendeur, une fois que je réalise la transaction, ils sont rémunérés. Et effectivement, ça me permet d'éviter d'aller sur le terrain et de me consacrer vraiment uniquement à mon travail d'agent. Et toi, tu dis, notamment sur les leads acquéreurs qui viennent de nos réseaux maintenant Propertips, Oui. ils ont plus de valeur, en tout cas, ils sont plus précieux aujourd'hui qu'ils étaient avant, Oui. parce que tu as moins de leads qui viennent des portails. C'est comme ça qu'on peut comprendre. C'est le cas, et puis il y a une relation de confiance qui est déjà établie à partir du moment où on fait une recommandation. Donc les gens, je sais qu'ils vont pas aller voir à droite et à gauche, ils vont se consacrer à moi, et c'est moi qui vais leur faire leurs recherches, et effectivement, je serai plus performant et plus serein si je suis effectivement le seul à chercher. Okay. Quoi. Donc un des conseils que tu donnes côté acheteur, c'est pour les réseaux qui ont des outils d'apporteur d'affaires, mais plusieurs en ont, il n'y a pas qu'il y a des canins. Bien sûr. Utilisez-les, activez-les, faites-les vivre, et jouez, misez sur le bouche à oreille, parce que ça vient en compensation de la baisse des demandes sur les portails, et puis c'est des gens qui viennent avec un niveau de confiance un peu supérieur de la personne qui était sur Se Loger ou sur Le Bon Coin pour être Tout à fait, complètement. Ok, c'est très clair. J'aimerais t'interroger sur une autre dimension du job qui est plutôt le côté motivation, résilience, parce que tu es un entrepreneur, je suis aussi un entrepreneur. Quand tout va bien, quand le marché est très porteur, on se lève le matin, on sait qu'on va avoir que des bonnes nouvelles, ou presque dans la journée, j'exagère un petit peu. Aujourd'hui, tu es habitué depuis quelques semaines, quelques mois à recevoir des mauvaises nouvelles, des offres d'achat qui sont pas financées, des vendeurs qui finalement vendent pas parce que c'est pas au bon prix. Comment tu abordes cette question plus psychologique de l'entrepreneur dans une période de ralentissement? Est-ce que tu es, je sais que c'est pas le cas, mais est-ce que tu es démotivé, démoralisé? Est-ce qu'au contraire, tu te dis c'est plus dur, il faut que je me batte davantage et je vais préparer le rebond qui arrivera et qui finira par arriver? Comment psychologiquement tu te sens et tu t'adaptes dans cette période-là? Moi, j'ai pas de problème de motivation. J'ai un axe, j'ai une vision avec des objectifs à court et long terme. Donc, au niveau motivation, j'ai rien du tout. Ça change rien pour toi? Non, ça change absolument rien. Je suis comme tout le monde, effectivement. Quand j'ai une vente qui casse, ça mine un petit peu le moral. Mais à la limite, je dirais que ça mine plus mon moral vis-à-vis de mes vendeurs qui m'ont fait confiance et qui se voient leur projet qui était à deux doigts d'aboutir et qui effectivement s'enfonce derrière. Plus de ce côté-là, je dirais. Mais de mon côté, motivation, non, je sais que voilà, de toute façon, quoi qu'il en soit, la crise, on va la traverser, et puis j'ai des objectifs, je vais les atteindre, donc je me pose pas de questions. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu fais abstraction un peu de l'écosystème, c'est-à-dire que tu as un côté un peu de dire, il y a le marché, et d'ailleurs, c'est ni toi ni moi qui définissons les taux d'intérêt, donc on n'y peut pas grand-chose en fait, enfin, je veux dire, voilà. Et donc, ça c'est l'avis du marché, et moi je trace mon sillon et je reste concentré sur ce que j'ai à faire. C'est exactement ça. Et donc, ça veut dire, même toi, tu essaies de pas trop lire la presse, de pas être trop pollué par tout ça, ou quand même, tu te dis, il faut que je comprenne ce qui se passe. C'est quoi ton rapport à ces grands mouvements, quand même? Je regarde, parce que j'ai envie de savoir de quoi je parle, et quand je suis face à un client, s'il me donne une information que j'ai pas eue au préalable, c'est pas bon. J'ai pas envie de passer pour un idiot. Donc, effectivement, je regarde, mais avec un certain recul. Je sais très bien qu'il y a des choses qui sont amplifiées, et je sais qu'il y a quand même une réalité derrière qui est complètement différente de ce qu'on nous fait passer comme information. Donc, je me concentre sur ce que j'ai envie de me concentrer. D'accord. Mais ça témoigne quand même d'une force de caractère qui permet de faire ça. Je pense que pour plein de gens, ils sont plus influencés que toi par ces mauvaises ondes. Et donc toi, ton conseil, c'est de dire, tracez votre route, avancez, soyez un peu stoïcien au sens où ça dépend pas de vous, le marché, donc occupez-vous de ce qui dépend de vous. C'est un peu ça ton... J'ai tendance à dire, y a des gens qui regardent le train passer et d'autres qui montent dedans. Moi, j'ai pas envie d'attendre et de regarder ce qui se passe, j'avance. Et c'est une très bonne image. Et d'ailleurs, est-ce que tu te dis tous les matins, mais là aussi je presserai un peu la réponse, c'est est-ce que tu te dis vivement que ça s'arrête, le ralentissement, vivement que ça reparte, la vie sera belle dans 6 mois quand ça sera parti, ou tu te dis non, là aussi la durée, j'ai pas prise dessus, on sait que ça aura une fin, mais en fait c'est une donnée extérieure et j'avance quand même? C'est une donnée extérieure, j'avance quand même. Bon, après, je suis comme tout le monde, je préférerais qu'effectivement, qu'on passe vite cette période-là, mais voilà, je sais que c'est aussi une question d'opportunité. On sait que, on va pouvoir effectivement bénéficier de meilleurs tarifs parce que les gens vont devoir effectivement revoir les prix. Je pense que les prix, depuis le Covid, ils se sont envolés et c'était pas logique.
Des taux d'emprunt à 1%, c'était pas cohérent non plus. Clair. Donc en fait, les 4% qu'on a là à l'heure actuelle, ce sont des taux normaux. C'était pas cohérent qu'on ait des taux à 1%. Donc en fait, c'est juste que ils ont fait une augmentation qui a été tellement fulgurante et rapide que automatiquement, vis-à-vis d'un acheteur potentiel, bah, ça le freine. C'est clair. Mais je sais que voilà, c'est périodique, ça va durer un temps, puis après ça va repartir. C'est clair. Donc je suis pas très inquiet. Dernière partie de cet entretien avec des conseils précis que je vais te demander, avec peut-être 2-3 cas de figure, au moins 3 qui me viennent en tête, en essayant de se mettre à la place des gens qui nous regardent et qui ne traversent pas la crise peut-être avec autant d'aisance et autant de détermination que toi, et même si je pense que tu peux beaucoup les inspirer. Peut-être d'abord le cas d'un conseiller qui est arrivé il y a 2 ans, 3 ans dans un réseau de mandataires, peu importe que ce soit IAD ou un autre, qui était un producteur moyen, on va dire, mais qui commençait à augmenter. Et là, qui voit quand même le marché se durcir. C'est quoi le conseil que tu lui donnerais s'il y en avait un? Persévère, travaille plus, repense tes méthodes. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ce premier profil? Effectivement, lève-toi le matin avec une motivation, avec un axe un axe de motivation tout simplement, et fonce. Te pose pas de questions. Tu vas avoir une période qui sera plus difficile, mais tu vas te relever, tu seras encore plus fort. Et puis je pense que ça fait quelques années qu'on ne fait pas un vrai travail d'agent. La prospection, le phoning, enfin toutes ces choses-là, moi c'est des choses que j'ai toujours utilisées. Ça fait bien longtemps que je le fais plus, mais je les ai toujours utilisées et donc je faisais un vrai travail d'agent. Là, en fait, on recevait un appel d'un client, je veux visiter ça, je visite, j'achète. Je suis désolé, il n'y avait pas de travail, il n'y avait pas d'argumentation, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Il y avait l'argumentation pour récupérer le bien à la vente. Il n'y a plus de travail vis-à-vis de l'acquéreur. Bah là, en fait, on se remet un petit peu dans le contexte du marché normal où, effectivement, on doit convaincre aussi l'acheteur d'acheter. Très clair. Peut-être c'est très bon conseil. Deuxième cas de figure, peut-être un producteur un peu plus important, quelqu'un qui avait des bonnes performances, mais qui n'avait pas d'équipe. Donc je pense aux réseaux qui permettent à leurs conseillers de créer des équipes. C'est pas tous les réseaux non plus, mais IAD c'est le cas, mais il y en a d'autres. Toi, le fait que tu aies une équipe, c'est un conseil que tu donnerais à d'autres en disant bah écoute, si tu veux garder un peu de production et de revenus, tu devrais faire comme moi, avoir une équipe de 45 personnes. C'est vraiment un conseil que tu donnerais? Alors c'est un conseil effectivement que je donnerais déjà d'une part. En plus, on a l'avantage c'est que ça se développe dans d'autres pays aussi et on peut avoir une crise en France, en Europe et puis ne pas l'avoir aux États-Unis. On vient d'ouvrir en Floride, donc c'est-à-dire que si on a développé dans d'autres pays, on peut effectivement équilibrer un petit peu la perte qu'on peut avoir à un endroit ou à un autre. Et puis c'est aussi une question d'opportunité. Enfin, on a combien d'agents immobiliers dans des agences vitrées qui sont en train de se poser des questions, de savoir s'ils ont bien choisi le bon métier, la bonne agence, la bonne méthode, et je pense que ça va être une question d'opportunité pour les recruter également. Oui, parce qu'ils se posent la question aussi parce qu'il y a le ralentissement de marché et qu'ils disent j'ai aussi besoin de revenus. Donc toi, tu dis, sur le développement, si je comprends bien, tu te dis, la crise peut être une opportunité. Oui. Pour aller présenter le modèle, parler du modèle. Et nous, ça, on le dit, tu sais, dans nos fameux billets d'humeur ou dans ce qu'on dit, c'est de dire, ne partez pas du principe que les gens en agence connaissent bien notre modèle. Ils connaissent assez mal. Tout à fait. Ils en ont souvent une image un peu déformée parce que c'est plutôt nos détracteurs qui leur ont présenté le modèle. Donc, elle est présentée. Et puis, en plus, une fois que vous l'aurez, ça peut permettre de compenser vos revenus, notamment d'un pays à l'autre. Dernière question peut-être pour les gens qui veulent se lancer en tant que mandataire immobilier. Il y en a un petit peu moins en ce moment. Ce qui d'ailleurs peut être une opportunité parce qu'en fait, peut-être qu'il n'est pas plus difficile de rentrer dans le marché maintenant que ça a été il y a 2 ans quand il y avait des milliers de mandataires qui arrivaient chaque année sur le marché. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux gens qui hésitent? Tu leur dirais, vous avez raison d'hésiter, ne venez pas, c'est la catastrophe. Ou tu leur dirais plutôt, non, je pense qu'il y a encore des opportunités. D'ailleurs, toi, dans ton équipe, j'imagine que tu es encore ouvert à des Tout à fait. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a quelques années, quand on faisait rentrer un agent, il fallait qu'on le forme. Donc ça nous prenait du temps. Il fallait qu'il se forme et qu'il puisse rentrer des mandats pour commencer à faire des ventes. Dans un marché qui était hyper actif, on n'avait pas le même temps pour le former et il devait être performant tout de suite parce qu'il n'avait pas envie de laisser passer le train. Là, aujourd'hui, ils ont plus de temps de formation. On a plus le temps d'appliquer toutes les méthodes qui peuvent être les plus judicieuses. Toi, tu as plus de temps à leur consacrer? Oui, mais eux également. Alors, les deux, ça marche dans les deux sens. Le parrain, mais aussi le filleul. Okay. Exactement. Donc, déjà, la première chose, c'est de choisir le bon parrain. Il faut prendre quelqu'un qui va nous apporter une plus-value. Le copain de la copine ou quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, c'est notre avenir qu'on est en train de travailler. Donc, il faut choisir la bonne personne pour pouvoir évoluer. Et c'est vrai que
si on passe plus de temps, vu qu'on a plus de temps, on est un peu plus de temps à se former, à former les autres, à mettre en application toutes les méthodes qu'on va nous apprendre. Et si on démarre et qu'on y arrive pendant cette période-là, mais après, on va s'éclater. Donc, je pense que c'est plutôt une opportunité pour moi. D'ailleurs, si on regarde bien, en 2008, il a été créé IAD. T'as raison, c'est un beau clin d'œil historique et c'est peut-être aussi un peu le mot de la fin, mais ce que tu dis, c'est en fait, oui, le marché est plus dur, mais vous allez aussi avoir le temps de monter en compétences de manière plus souple, peut-être que c'était le cas il y a 3 ans où effectivement, t'arrivais, tu chopais tout de suite des mandats, t'avais pas forcément le temps d'apprendre le métier. Tu dis les parrains, c'est ton cas, j'imagine, mais c'est aussi les autres. Ils ont aussi plus de temps à consacrer à leurs filles pour les accompagner. Donc toi, ton regard, et c'est hyper intéressant, c'est de dire, c'est pas forcément la pire période pour commencer l'immobilier, au contraire. Je pense que c'est une opportunité pour moi. Bon, et puis merci pour le clin d'œil à la création d'IAD qui effectivement s'est faite en pleine crise. En pleine crise. On pense à Malik et à Jérôme qui étaient là, et à Sébastien aussi qui était là à ce moment-là. Merci beaucoup Cédric pour avec plaisir. Tous ces conseils, ce témoignage. Je pense que ça aide beaucoup les gens qui vont regarder cette vidéo et qui peut-être se posent trop de questions. Je retiens ça aussi de pas trop se poser de questions dans tes conseils. Et moi, je vous donne rendez-vous à très vite pour un nouvel épisode de Traverser la crise.